Hermos, fière et hautaine, relevait dédaigneusement la tête, et semblait défier ceux entre les mains desquels elle se trouvait. Le comte de la Bourdonnais commença par interroger Jasmin. « Qui es-tu » lui demanda Théil. Mais avant que le valet pût ouvrir la bouche pour répondre, Hermos se tournant vers lui, « Je te défends de parler, dit-elle d'une voix impérative. Oh ! Oh ! Belle dame, fit Boishardy en souriant ironiquement, vous oubliez, je crois, devant qui vous êtes. C'est parce que je m'en souviens que je parle ainsi. Vraiment ? Je suis femme de qualité. Et nous sommes gentilshommes. On ne s'en douterait pas, vous plairait-il de vous expliquer. Des gentilshommes ne font pas d'ordinaire le métier de voleur de grand chemin. Tonnerre, s'écria Marcof, ne discutons pas et dépêchons. Laissez-moi faire, mes amis, dit monsieur de Boishardy en s'adressant au comte de la Bourdonnais et aux marins. Madame voudrait sans doute prolonger la conversation, mais je vous réponds qu'elle va parler nettement. Hermos sourit. D'abord, continua le gentilhomme, nous ne sommes nullement des voleurs, mais bien des personnages politiques. Veuillez vous rappeler cela. Une insulte nouvelle pourrait vous coûter la vie à tous trois. Réfléchissez. Vous venez de défendre à cet homme de répondre, n'est-ce pas? Eh bien, ce sera vous alors, madame, qui allez nous faire cet honneur. Ne riez pas. Je vous affirme que je ne mens jamais. Veuillez m'écouter, je commence, qui êtes-vous? Comme je ne vous reconnais pas le droit de m'interroger, pas plus que celui de m'avoir arrêté, je ne vous répondrai pas, la chose devient piquante. Cet enfant est votre fils? Continua Boishardy en indiquant Henrique. Hermos ne répondit que par un sourire railleur. Marcof se mordait les lèvres avec impatience et tourmentait la batterie de sa carabine. Boishardy, parfaitement calme, siffla doucement. Un paysan s'avança, c'était Fleur de Chêne. « Ton fusil est-il chargé » demanda le chef. « Oui. »« Très bien. Appuie un peu le canon sur la poitrine de cet enfant. » Fleur de Chêne épaula son arme et en dirigea l'extrémité à bout portant sur Henrique. Hermos poussa un cri et voulut se jeter entre son fils et l'arme meurtrière, mais Marcof lui saisit le bras et la cloua sur place. « Mon fils, dit-elle. Grâce, allons donc. Je savais bien que je vous ferais répondre. » Continua Boishardy. Maintenant, Fleur de Chêne, attention, mon gars, je vais interroger madame, à la moindre hésitation de sa part à me répondre, tu feras feu sans que je t'en donne l'ordre. Ça sera fait, répondit le paysan. Hermos était d'une pâleur extrême. En proie à la rage de se voir contrainte à obéir, effrayée du péril qui menaçait Henrique, elle tordait ses belles mains sous les cordes qui les retenaient captives. Votre nom, demanda Boishardy. Je suis la marquise de Locronan. La marquise de Locronan, s'écria Marcof en bondissant. Crois-tu qu'elle mente, fit Boishardy. Non. Non, répondit le marin. Elle doit dire vrai, et c'est la Providence qui l'a conduite ici. Puis, se retournant vers Hermos, vous êtes la sœur du comte de Fougueray et du chevalier de Tessy, n'est-ce pas? Demanda Théil. Répondez, dit Boishardy. Oui. Oh. Mes yeux s'ouvrent enfin. Murmura Marcof. Yvonne. Yvonne. Glissa Queneck son oreille. Nous allons tout savoir, patience, répondit le marin. Boishardy continua l'interrogatoire. D'où venez-vous? De chez mon frère? Où était votre frère? À l'abbaye de Plogastel. Ici près? Oui. Où alliez-vous? À Audierne.
Pourquoi faire? Pour m'y embarquer. Vous vouliez quitter la France? Je voulais seulement quitter la Bretagne. Quel est l'homme qui vous accompagne? Mon valet. Il se nomme Jasmin. Et celui qui a fui, c'est mon frère, le comte de Fougueray. Oui. Connaissez-vous ce comte? Demanda Boishardy à Marcof. Oui, répondit le marin, c'est un agent révolutionnaire. Vous en êtes certain? J'en ai les preuves. Alors, il faut les faire fusiller, n'est-ce pas? C'est mon avis. Dit le comte de la Bourdonnais, quoique tuer une femme me répugne, môme lorsqu'il s'agit du bien de notre cause. Boishardy fit un geste d'indifférence. Attendez, s'écria Marcof, il faut que je l'interroge. Interrogez, mon cher ami. Fleur de chêne, dit Marcof, fais toujours attention. Puis, revenant à Rurmos, avec qui étiez-vous à l'abbaye? Avec mon frère, je l'ai dit. Avec le comte seulement. Mais, vous hésitez. Non, s'écria Rurmos. Répondez donc. Il y avait un autre homme avec nous. Le nom de celui-là? La chevalier de Tessy. Votre second frère? Oui. Vous mentez? Monsieur. Cet homme n'est pas votre frère? Monsieur. Fleur de chêne, s'écria Marcof. Grâce? Fit Rurmos en se laissant tomber à genoux. Faut-il faire feu? Demanda froidement le paysan. Attends encore? Répondit Marcof. Rurmos réfléchit rapidement. Elle se sentait prise dans des mains de fer. Fallait-il avouer tout? Fallait-il nier obstinément? Un aveu la perdait à tout jamais, car c'était raconter sa vie infâme. D'un autre côté, ceux qui lui parlaient et qui l'interrogeaient ne pouvaient pas avoir de preuves contre ses assertions au sujet de sa famille. Elle se résolut à soutenir le mensonge. Répondez, reprit Marcof. Vous pouvez tuer mon enfant, monsieur, vous pouvez me faire tuer ensuite, fit Rurmos avec l'apparence d'une victime résignée, mais vous ne sauriez me contraindre à mentir. Ainsi le chevalier de Tessy est votre frère? Oui. Soit, je ne puis pas malheureusement vous prouver le contraire. Mais songez bien maintenant à me répondre franchement, car je jure Dieu que votre fils mourrait sans pitié. Interrogez donc. Où avez-vous laissé le chevalier? À l'abbaye. Pourquoi? Il était malade. Prenez garde. Je dis la vérité. Attention, fleur de chêne, attention, mon gars, et tire sur l'enfant à mon premier geste. Rurmos tressaillit involontairement. Elle devinait où allait en venir son interrogateur. Le chevalier était empoisonné? Accentua fortement Marcof. Oui, répondit Rurmos sans hésiter, car elle comprenait que le moindre retard dans ses paroles coûterait la vie à Henrique. Au milieu de ses vices, dans sa vie de criminelle débauche, cette femme avait conservé au fond de son cœur un amour effréné pour son enfant. Mais cet amour était celui de la louve pour ses louveteaux. Qui a empoisonné le chevalier? Le comte de Fougueray. Son frère, s'écria Marcof. Vous entendez, messieurs? Qui a versé le poison? Demanda Boishardy. Moi? Qu'elle meure donc, fit le comte de la Bourdonnais. Cette misérable me fait horreur. Non, dit vivement Marcof, je lui promets la vie si elle dit la vérité sur ce que j'ai encore à lui demander. Faites, répondit Boishardy. Vous devez savoir que le chevalier de Tessy avait enlevé une jeune fille. Continua le marin. Je le sais. Elle se nomme Yvonne. Oui.
L'avez-vous vu? Oui. Quand cela? Il y quelques heures à peine. Krunek et Jiawa poussèrent un rugissement de joie et de colère. Marcof les arrêta de la main. Puis, revenant à Rurmos, où était cette jeune fille? À l'abbaye. Où est-elle? Écoutez-moi, fit vivement la misérable, craignant qu'on ne prît pour hésitation de sa part l'ignorance où elle était effectivement de ce qu'était devenue Yvonne. Elle raconta brièvement ce qu'elle savait. Elle dit comment Yvonne avait été atteinte par les crises nerveuses, comment le comte l'avait saignée, comment lui et le chevalier l'avaient enfermée dans la cellule de l'abbesse, et comment enfin elle, Rurmos, avait constaté le soir la disparition extraordinaire de la jeune fille. Il y avait un tel cachet de vérité à ces paroles, il était si naturel de supposer qu'Yvonne eût profité de la plus légère circonstance favorable pour fuir, que Marcof et ceux qui écoutaient Rurmos ne doutèrent pas qu'elle ne parlât sincèrement. La jeune fille est peut-être retournée à son village, dit le comte de la Bourdonnais. C'est possible, répondit Boishardy. Non, dit Marcof, elle devait être trop faible, et il y a loin d'ici à Fouesnant. Et puis, vos gars qui gardant le pays l'auraient déjà arrêtée. Mais qu'est-elle devenue alors? S'écria Jiawa. Avez-vous visité les souterrains? Demanda Rurmos qui avait compris facilement que les trois hommes avaient été à l'abbaye. Il lui était fort indifférent que l'on retrouvât ou non Yvonne, et elle espérait attendrir ses juges en ayant l'air de leur donner tous les éclaircissements qui étaient en son pouvoir. Il y a donc des souterrains dans l'abbaye? Demanda Marcof. Oui, dit Fleur de Chêne, et de fameux. Tu les connais? Oui. Tu vas venir avec nous et nous conduire. Partons? S'écrièrent Jiawa et Krunek. Guide-les, Fleur de Chêne. Je vous rejoins, mes gars, dit Marcof. Fleur de Chêne et les deux jeunes gars disparurent promptement. Rurmos poussa un soupir de soulagement. Henrique n'était plus menacé par le fusil du paysan breton. Qu'allons-nous faire de cette femme? Demanda monsieur de la Bourdonnais en désignant Rurmos. Marcof l'entraîna, ainsi que Boishardy, à quelques pas, et, baissant la voix, il ne faut pas la tuer, dit-il. Elle peut nous être utile. Peut-être. Nous devons la garder à vie, alors. Oui. Je m'en charge, fit Boishardy. Où la conduirez-vous? Au château de la Guillaumarais, où est le quartier général de la Rouerie. Très bien. Je l'emmènerai cette nuit même. Les trois chefs allaient se séparer, lorsqu'un paysan parut dans la petite clairière où il se trouvait. Qui est-il, Liguerou? Demanda vivement le comte. Un message pour vous, monsieur. De quelle part? De la part d'un monsieur que je ne connais pas, répondit le paysan en présentant une lettre à la Bourdonnais. Où as-tu vu ce monsieur? À 2 lieues d'ici, sur la route d'Audierne. Il traversait les genêts avec une femme habillée en religieuse et un autre homme âgé. Nous les avons arrêtés, mais il nous a donné le mot de passe et il a ajouté les paroles convenues et qui désignent un chef. Alors, au moment de s'éloigner, il m'a rappelé, je suis revenu, il a écrit une lettre sur un papier avec un crayon, et il me l'a remise en m'ordonnant de vous la porter sans retard. J'ai obéi. Bien, mon gars. Le paysan se recula, tandis que le comte brisait le cachet ou plutôt déchirait une enveloppe collée avec de la mie de pain. Kérouet, dit-il en s'adressant à un homme qui tenait à la main une torche de résine enflammée, éclaire-moi. Kérouet s'approcha vivement pour obéir à son chef. Quelques lignes étaient tracées sur le verso de l'enveloppe. Ces quelques lignes contenaient les mots suivants: prière au comte de la Bourdonnais de faire passer cette lettre par une main fidèle au capitaine Marcof, commandant le Lougre le Jean-Louis en relâche à peine marque-point.
Marcof, dit le comte en tendant la lettre au marin, ceci est pour vous. Pour moi? Voyez ce que l'on m'écrit. Marcof prit la lettre et l'enveloppe. À peine eut-il jeté les yeux sur les lignes tracées au crayon qu'il tressaillit et qu'une joie immense illumina sa mâle figure. Il venait de reconnaître l'écriture du marquis de Locronan. Prenant la torche des mains de Kerouet et se retirant à l'écart, il lut Événement. Puis il revint vers le comte et son compagnon. Messieurs, dit-il, il faut que je vous parle. Éloignez tout le monde. La Bourdonnais donna l'ordre d'emmener les prisonniers et de veiller sur eux. Qu'y a-t-il? Demanda Boishardy lorsqu'ils furent seuls tous trois. Je suis autorisé à vous révéler un secret, répondit Marcof. Écoutez-moi attentivement. Le marquis de Locronan n'est pas mort. Philippe n'est pas mort, s'écria Boishardy. Impossible, fit le comte, j'ai assisté à ses funérailles. Je vous le répète pourtant, le marquis de Locronan n'est pas mort. Impossible. Impossible. Cette lettre est de lui. Voyez sa signature. Elle est datée de ce soir même. C'est une bénédiction du ciel. Murmura monsieur de la Bourdonnais en regardant la lettre que lui présentait Marcof. C'est un bras et un cœur de plus dans nos rangs, ajouta Boishardy. Expliquez-nous ce mystère, Marcof. Je ne puis vous révéler les causes qui ont déterminé le marquis à se faire passer pour mort. Il faut même que vous gardiez le plus profond secret à cet égard. Toujours est-il qu'il est vivant. Il quitte la Bretagne cette nuit même, et voici ce qu'il m'écrit avec ordre de vous communiquer ses intentions. Nous écoutons. Marcof commença la lecture de la lettre. Mon cher et aimé Marcof, écrivait le marquis, si tu m'as cru mort, je viens porter d'un seul coup et sans préparation aucune la joie dans ton âme, car je n'ignore pas les sentiments qui t'attachent à moi. Si le bruit de ma mort n'est pas encore arrivé jusqu'à toi, j'en bénirai le ciel qui t'aura ainsi évité une douleur profonde. Dans tous les cas, voici ce qu'il est important que tu saches, le soir même du jour où mes funérailles ont été célébrées dans le château de mes pères, je prenais la fuite avec Jocelyn. Je me suis retiré dans l'abbaye de Plogastel, près de mademoiselle de Château-Giron, qui avait continué à habiter le couvent. Je comptais attendre là ton retour et te donner les moyens de venir m'y joindre. Malheureusement, Dieu en a ordonné autrement. Des misérables m'ont poursuivi et ont découvert ma retraite. Je fuis donc, je passe en Angleterre. Communique cette lettre à nos principaux amis, afin qu'ils sachent ce que je vais faire et qu'ils connaissent nos moyens de correspondre. Je vais à Londres d'abord, là, je verrai Pitt, et je m'efforcerai d'obtenir des secours en armes et en argent. Je solliciterai l'appui d'une flotte anglaise, s'il ne me répugnait d'associer des étrangers à notre cause. S'il m'accorde les secours que je demande, le roi pourra l'en récompenser plus tard et rendre à l'Angleterre ce qu'elle nous aura prêté. D'Angleterre j'irai en Allemagne, je verrai son Altesse royale Monseigneur le comte de Provence. Je prendrai ces ordres que je vous ferai passer. Tu pourras te mettre facilement en communication avec le pêcheur qui me conduit en Angleterre, il se nomme Salahun et habite Audierne. À son retour, il te remettra une nouvelle lettre de moi. C'est là tout ce qui concerne notre cause, messieurs, dit Marcof en repliant la lettre. Je répondrai à Philippe, dit Boishardy, et je vous remettrai la lettre, Marcof. Serez-vous encore à Penmark dans 4 jours, demanda le comte de la Bourdonnais. Oui, je ne mettrai à la voile qu'après avoir reçu la seconde lettre du marquis. Bien, nous irons vous trouver à bord de votre lougre dans 4 nuits. Je vous attendrai, messieurs. Marcof prit les mains de ses deux interlocuteurs.
Pas de honte entre nous, dit-il, avez-vous besoin d'argent? Non, répondit le comte. Et vous, monsieur de Boishardy? J'avoue qu'il m'en faudrait pour augmenter l'entraînement général. Combien? Oh, beaucoup. Dites toujours. 25 000 écus environ. Vous les aurez. Quand cela? Quand vous viendrez à mon bord. Ah ça? Mon cher ami, le pactole coule donc sur le pont de votre Lougre, dit Boishardy en riant. Pas sur le pont, mais dans la cale. Quoi? Sérieusement, cet argent est à vous? Demanda la Bourdonnais. J'ai 300 000 livres à votre disposition, à bord du Jean-Louis, et 500 000 autres cachés dans un endroit connu de moi seul. Cet or est consacré aux besoins de notre cause? Brave cœur, s'écria Boishardy, il donne plus que nous. J'ai toujours pensé que Marcof était un gentilhomme qui reniait son origine et se cachait sous les habits d'un matelot, ajouta monsieur de la Bourdonnais en s'inclinant avec une gracieuse politesse. Ne vous occupez pas de cela, messieurs, répondit Marcof en souriant avec fierté. Sachez seulement que je puis vous recevoir et vous serrer la main sans que vous descendiez trop du rang où vous a placé chacun le nom de vos aïeux. Nous n'en doutons pas, fit Boishardy en tendant sa main ouverte au marin. Dans 4 nuits, n'est-ce pas? C'est convenu. Et les prisonniers? J'en réponds, dit encore Boishardy. Adieu donc. Marcof quitta rapidement la clairière et prit la route de l'abbaye de Plogastel. Oh! Se disait-il en se glissant dans les genêts. Pauvre Philippe! Je sais maintenant tes secrets. Je connais la cause de ta fuite. Je devine celle qui te fait abandonner la Bretagne au moment du danger. Mais je suis là, frère, et je veille. Déjà 2 des misérables qui ont torturé ta vie sont entre mes mains, et le 3e ne m'échappera pas. Mon Dieu! Faites que je puisse rendre à celui que j'aime de toute la force de mon cœur cette tranquillité qu'il a perdue. Que je le voie heureux et que je meure après s'il le faut. Mais comment se fait-il que ce chevalier de Tessy soit le même homme que ce Raphaël que j'ai rencontré jadis dans les Abruzzes? Il y a là-dessous quelque horrible mystère que je saurai bien découvrir plus tard. Oh! Que je trouve ce comte de Fougueray, que je le tienne en ma puissance comme j'y tiens sa sœur maudite, et je parviendrai à leur faire révéler la vérité. Va, Philippe, tu seras heureux peut-être, mais je te ferai libre, je le jure. Marcof était arrivé devant l'abbaye. Il monta rapidement à la chambre où il avait laissé Raphaël. Le cadavre du malheureux était dans une décomposition complète. La force du poison était telle qu'en quelques heures il avait accompli l'œuvre que la mort met plusieurs jours à faire. L'air de la cellule était vicié par une odeur infecte et insoutenable. Marcof sortit vivement. Il appela Keinec et Giaoua. Aucun d'eux ne lui répondit. L'abbaye semblait déserte et abandonnée. Ils sont dans les souterrains, murmura Marcof, ils n'ont pas besoin de moi en ce moment. Je vais visiter encore la chambre qu'a habitée Yvonne et la sonder attentivement. La jeune fille n'a pu fuir que par une ouverture secrète qu'elle aura découverte. Ce disant, le marin entra dans la cellule de l'abbesse. Il visita avec une profonde attention le plancher et les murailles, puis, ne découvrant rien et supposant que les meubles pouvaient cacher ce qu'il cherchait, il se mit en devoir de les enlever de la chambre. Il s'adressa d'abord au lit. Le lit ne recouvrait aucun indice qui pût mettre Marcof sur la voie qu'Yvonne avait dû prendre pour se sauver. Alors il voulut repousser le bahut d'ébène. Le meuble résista. On se rappelle qu'il était scellé à la muraille par l'un de ses angles. Marcof employa inutilement ses forces. Saisissant sa hache, il attaqua les 2 battants de la porte du bahut. Le bois craqua sous l'acier.
Marcof arracha la porte qui céda, et sonda l'intérieur avec le manche de son arme. Le fond, élevé sur 4 pieds, ne pouvait évidemment pas mériter un long examen. Il frappa sur le côté du meuble, qui devait être appuyé au mur. Le panneau rendit ce son sec du bois derrière lequel il y a vide. Marcof poussa un cri de joie et attaqua plus vigoureusement encore l'ébène, qui bientôt joncha le plancher de ses débris mutilés. XXI Diego et Marcof. 1 heure avant que Marcof ne franchît le seuil de l'abbaye, un homme chevauchant sur un magnifique étalon anglais, galopait à fond de train sur la plage, dans la direction d'Audierne. Cet homme étant le comte de Fougueray. Arrivé dans la petite ville, et se jugeant à l'abri, il s'était arrêté pour réfléchir à sa situation et prendre un parti quelconque. J'avais tort d'accuser Rermos, pensait-il tandis que son cheval reprenait haleine, et que la vapeur s'échappant de ses flancs enveloppait le cavalier dans un nuage de brouillard. Évidemment, elle est tombée entre les mains des paysans. Pourquoi ne l'ai-je pas emmenée de suite à Audierne? Les drôles ont fait main basse sur l'or qui se trouvait dans le coffre. Je suis ruiné, complètement ruiné. Mauvaise nuit. C'est ce Raphaël maudit qui est cause de tout cela avec sa manie d'enlever les jeunes filles. Que Satan torture ce Bélitre amoureux, et j'espère par Dieu qu'il n'y manque pas à cette heure. Que dois-je faire? M'embarquer? À peine me reste-t-il 10 louis. Ah! Si j'avais eu le temps d'emporter cette argenterie massive que nous avons découverte dans l'abbaye, j'aurais dû la fondre en lingots, rien n'était plus facile. Je réponds qu'il y en a bien pour 20 000 livres. 20 000 livres. Continua Théil en soupirant. Joli denier pour un homme qui n'a pas le sou. Ah! Si je pouvais. Pourquoi pas, fit-il tout à coup en se redressant sur sa selle. Les souterrains du château m'offrent un asile, et, en quelques heures, j'aurai terminé mon opération métallurgique. Excellente idée. Oui, mais c'est damné chaud en gardant les alentours. Ah! Bah! Qui ne risque rien n'a rien. Risquons. Et, rassemblant ses rênes, Diego se remit en marche, mais cette fois au pas de son cheval. Au moment de s'engager de nouveau sur la route de l'abbaye, il s'arrêta encore. Je suis bien bon, murmura-t-il, de risquer à me faire prendre pour une cible par ces fusils bas bretons. N'ai-je pas, pour pénétrer dans l'abbaye, les entrées des souterrains qui donnent dans la campagne? Réfléchissons un peu. La galerie que nous avons explorée en premier donne dans la forêt de Plogastel. N'y songeons pas. La forêt doit servir de quartier général à ces royalistes endiablés. La seconde est sur la route de Penmark. Si Yvonne a fui, c'est par là qu'elle ramènera du secours. Mais la troisième? Et Diego réfléchit profondément. Puis il reprit, la troisième, si j'ai bonne mémoire, aboutit près de Douarnenez, entre ce village et Pont-Croix, à quelque distance de la mer. Environ à 1 lieue d'ici. 20 minutes de galop m'y conduiront, et, comme je suivrai la plage, je n'aurai pas la crainte de rencontrer les chouans qui n'occupent que le haut pays. En route? Diego revint sur ses pas, traversa de nouveau Audierne, et s'élança dans la direction indiquée. Diego montait un excellent coursier. En un quart d'heure il eut atteint Pont-Croix. Rien n'était venu inquiéter sa marche. Là il s'orienta. Lorsque, après avoir pris possession de l'abbaye quelques jours auparavant, il avait soigneusement visité les souterrains, il avait attentivement examiné les entrées qui y donnaient accès. Celles situées sur le bord de la mer, à peu de distance des falaises, étaient cachées au regard des passants par un travail admirable, œuvre d'une main habile. Elles donnaient dans une petite grotte étroite et fort basse dans laquelle il fallait pénétrer en se glissant sur les genoux.
Une porte, enduite d'une épaisse couche de granit, était pratiquée au fond de cette grotte, et, se mouvant par un ressort artistement dissimulé, s'ouvrait sur la galerie. Diego avait découvert le ressort faisant céder la porte intérieurement. Donc, lorsqu'il eut dépassé Pont-Croix, il mit pied à terre, et conduisant son cheval par la bride, il se dirigea vers la grotte qu'il atteignit bientôt. Alors il attacha son cheval à un arbre voisin et se glissa dans l'intérieur. Diego était un homme de précaution. Il avait sur lui une bougie et un briquet. Il fit du feu à l'aide de l'un, et, le feu fait, il alluma l'autre. Puis il pressa le ressort, la porte s'ouvrit et il pénétra dans la galerie. Ce moment coïncidait précisément avec celui où Rermos, Jasmin et Henrique étaient amenés devant le comte de la Bourdonnais, monsieur de Boishardy et Marcof. Il y avait 6 heures environ que la pauvre Yvonne gisait à terre en proie à la fièvre et au délire. Diego, certain d'être seul, avança hardiment. Par mesure de précaution, il tenait un pistolet à la main. Diego avait été doué par la nature prodigue d'une imagination des plus vives. Son esprit, continuellement éveillé, travaillait sans relâche. En traversant les souterrains, le projet d'Hermosa, relatif à la seconde marquise de Locronan, lui revint en tête. Il sourit. « J'ai eu tort de me plaindre, murmura Théil. Les chouans m'ont rendu grand service. Ils m'ont pris 75 000 livres, mais ils me mettent en possession de plus de 2 millions. Ils m'ont ruiné pour le moment, mais ils me font riche pour l'avenir et libre pour le présent. Ma foi, j'avais assez d'Hermosa. Elle est entre leurs mains, qu'elle y reste. C'est le seul souhait que je forme. J'irai seul à Rennes. Je verrai Julie de Château-Giron, et je saurai bien la contraindre à m'abandonner sa fortune, lors même qu'elle aurait appris la mort du marquis. Elle ne voudra pas que l'on déshonore sa mémoire. L'argenterie de la mère abbesse me mettra à même de faire le voyage et d'attendre, s'il le faut, pour mieux réussir. Allons. Saint-Janvier, le patron des Lazzaroni, veille toujours sur moi. Grâce lui soit rendue. Ah, fit-il tout à coup en poussant un cri de surprise et en trébuchant. Il se retint à la muraille. Mais la bougie lui avait échappé et s'était éteinte en tombant. Diego était brave. Cependant sa position était assez critique pour qu'il fût excusable de ressentir un mouvement de terreur. Il était au milieu de souterrains inhabités depuis longtemps. Quelque bête fauve avait pu en avoir fait son repère. Il avait heurté du pied un obstacle que l'on devait supposer être un corps étendu en travers de la galerie. Aussi, s'appuyant à la muraille, son pistolet à la main, il s'efforça de sonder les ténèbres. Il s'attendait à voir des yeux flamboyants luire dans l'obscurité. Il n'en fut rien. Rassuré par le silence qui régnait, Diego se baissa et chercha sa bougie. Bientôt il la retrouva et l'alluma promptement. Alors il regarda à ses pieds. Un corps inanimé gisait sur le sol humide, et c'était l'obstacle causé par ce corps qui avait fait trébucher l'Italien. Une femme, s'écria Diego en s'approchant davantage et en se baissant pour mieux éclairer l'être privé de sentiments qui demeurait immobile à ses pieds. Une femme, répéta Théil en posant la bougie sur la terre. Ce corps, le lecteur l'a deviné, était celui de la malheureuse Yvonne. Lorsque les forces avaient manqué à la jeune fille, elle était tombée en avant la face contre terre. Depuis, elle n'avait pas bougé. Diego l'enleva dans ses bras. Yvonne, dit-il en demeurant stupéfait. Yvonne, morte peut-être. Non, continua Théil, son cœur bat encore. Comment a-t-elle pu se traîner jusqu'ici? Oh, je devine.
Elle aura découvert dans la cellule quelle couverture secrète que j'ignorais. Ma foi, je lui ai rendu un grand service en la débarrassant de Raphaël, et elle m'en devra quelque reconnaissance si elle en réchappe. Quelle jolie tête! Père Bacot. Hermos n'avait pas eu tort d'en être jalouse. Que diable vais-je en faire? Diego se mit à réfléchir. Le temps presse, ajouta-t-il. Il faut prendre un parti. Elle est sans connaissance, incapable de se défendre. Si je l'enlevais à mon tour. Oui, mais elle m'embarrassera. D'un autre côté, j'ai la solitude en horreur. Elle remplacera Hermos. Sur cette détermination, Diego prit dans ses bras le corps de la jeune fille, retourna vivement sur ses pas et atteignit bientôt l'entrée du souterrain. Je la retrouverai ici, murmura-t-il en la déposant doucement à terre, près de la porte donnant dans la grotte. Maintenant faisons vite. Et, pressant sa course, il revint vers l'abbaye. Il pénétra dans le corps de bâtiment, et gravit rapidement le premier étage de l'escalier. En poussant la porte de la chambre d'Hermosa, il recula. Raphaël ici, s'écria-t-il à la vue du cadavre couché sur le divan. N'est-il pas mort encore? Il s'approcha vivement. Si fait, il est mort et bien mort. Continua-t-il. Mais alors quelqu'un est venu ici. On l'a transporté dans cette pièce. Oh! Pourvu que le misérable n'ait pas eu le temps de parler. Diego demeura immobile. Un bruit de pas retentit au dehors. Diego bondit vers le corridor. Je suis perdu. On pénètre dans l'étage supérieur. Il jeta autour de lui un coup d'œil rapide. Une cellule était ouverte, il s'y précipita. Là, il retint sa respiration, pour être à même de mieux entendre. Knek, Jahoua et Fleur de Chêne venaient d'entrer dans l'abbaye. Montons-nous? Demanda Fleur de Chêne. Oui, répondit Jahoua. Diego sentit une sueur froide inonder son visage. Le misérable craignait la mort, et il ne s'illusionnait pas sur sa position. Être pris était, pour lui, être tué. Il ne doutait pas que les hommes qui l'entendaient ne fussent des chouans, et lui, agent révolutionnaire, devait périr sans miséricorde. Fleur de Chêne s'était élancée sur l'escalier. Knek le retint. Inutile, dit-il, nous avons fouillé les étages supérieurs. Allons de suite au souterrain. Soit. Les trois hommes s'éloignèrent. Diego sentit une joie suprême succéder à l'angoisse qui le torturait. Il n'était pas découvert, donc il y avait encore de l'espérance. Il entendit les pas résonner sur les dalles du corridor, puis s'éloigner rapidement. Alors Diego sortit de la cellule. Il ne songeait plus à l'argenterie de l'abbesse. Retenant sa respiration, se coulant le long des murailles, il descendit les marches avec des précautions infinies. Une fois au rez-de-chaussée, il écouta attentivement. Si je fuyais par la cour, pensait-il. Il fit quelques pas et s'arrêta. Non. Elle est sans doute gardée, puis, je serais arrêté dans les genêts. Il revint vers l'escalier conduisant au souterrain. S'ils sont dans les deux autres galeries, je suis sauvé. Murmura-t-il. Knek, Jahoua et Fleur de Chêne étaient demeurés à l'entrée des trois galeries, se consultant sur celle qu'ils devaient explorer la première. Diego pouvait entendre leurs paroles de l'endroit où il était. Il sentait que des quelques minutes qui allaient suivre dépendait son existence. Il essaya de balbutier une prière, mais ses lèvres ne trouvaient que des blasphèmes. Pâle et tremblant, il écoutait comme le criminel qui attend l'arrêt de ses juges. Enfin les trois hommes prirent une décision. Ils continuèrent leurs recherches en poussant en avant.
Seulement Diego ne put deviner tout d'abord, au bruit de leurs pas, la direction qu'il avait prise. Il resta au sommet de l'escalier souterrain, n'osant avancer encore, lorsqu'un nouveau bruit retentit derrière lui. Quelqu'un pénétrait dans le couvent. Diego se précipita en avant et descendit quelques marches sous l'empire d'une terreur folle. C'étaient les pas de Marcof que l'Italien avait entendus. Le marin, arrivant en dernier, avait voulu retourner à la cellule qu'avait probablement occupée Yvonne. Une fois de plus, Diego voyait s'éloigner le péril. Bientôt la marche de Marcof résonna au-dessus de la tête du misérable. Alors il continua à descendre. Les 3 galeries s'offrirent à lui. Toutes les 3 étaient sombres, et aucun rayon de lumière ne lui indiquait celle qu'avaient suivi ceux qui venaient d'y pénétrer. C'était la galerie de gauche qui conduisait à la grotte. Diego examina d'abord attentivement celle de droite. Il avança doucement, il ne vit rien. Alors il prit celle du milieu. Au bout de quelques pas, il aperçut au loin la lueur d'une torche. Sauvé, murmura Théil avec joie. La galerie de gauche était libre. Diego n'avait pas de lumière. Dans la précipitation de sa fuite, il avait laissé la bougie allumée dans les souterrains près du cadavre de Raphaël. Il se précipita donc dans l'obscurité, se guidant sur la muraille qu'il suivait de la main. Cependant il avançait rapidement. Déjà il avait franchi plus d'un tiers de la distance qui le séparait encore de la grotte, lorsqu'une porte s'ouvrit brusquement derrière lui et qu'un homme s'élança à son tour dans la galerie. Cet homme tenait une torche à la main. C'était Marcof. Le marin, après avoir brisé le bahut d'ébène, avait facilement découvert l'ouverture secrète donnant dans la cellule de l'abbesse, et espérant être sur les traces d'Yvonne, il était descendu. En pénétrant dans la galerie, il vit un homme bondir devant lui et s'éloigner. Marcof appela, croyant avoir affaire à l'un de ses compagnons qu'il savait être dans les souterrains. Ne recevant pas de réponse, il poursuivit celui qui fuyait. « Arrête !» cria Théil en tirant un pistolet de sa ceinture, « Arrête ! Ou je fais feu !» Diego continua sa course en augmentant de vitesse, il était protégé par l'obscurité. Marcof fut donc obligé d'ajuster au hasard et de tirer au jugé. La balle effleura la tête de l'Italien et se perdit dans la voûte. Mais Marcof, sa torche d'une main, sa hache de l'autre, bondissait comme un lion en fureur à la poursuite de sa proie. Diego s'aperçut promptement qu'il ne pouvait lutter d'agilité, il se retourna. Ne voyant qu'un seul homme, il tint ferme. Le marin arriva sur lui. La torche qu'il portait le mettait en pleine lumière. « Marcof !» s'écria Diego dont les dents grincèrent de rage. « Marcof ! Je vais te payer la dette que je te dois. » Élevant son pistolet, il fit feu presque à bout portant. La balle atteignit le marin en pleine poitrine. Marcof poussa un cri rauque, tourna sur lui-même et tomba. En ce moment Keunek, Jiaoua et Fleur de Chêne, attirés par le bruit de la première détonation, accouraient en toute hâte. Diego était à l'extrémité du souterrain. Il saisit Yvonne toujours étendue sans connaissance à l'endroit où il l'avait laissée, et faisant jouer le ressort, il s'élança dans la grotte en attirant vivement la porte à lui. Sauvé, vengé, j'emporte la jolie Bretonne, fit-il en souriant et en pressant Yvonne sur sa poitrine. C'est trop de bonheur. À moi maintenant le plaisir, la liberté et les millions de la marquise. Puis il se glissa avec son fardeau par l'étroite ouverture, courut à son cheval, le détacha, plaça Yvonne sur l'encolure, sauta en selle, et disparut au galop dans la direction de Brest au moment où Keunek, après avoir arraché les gonds de la porte, bondissait sur la plage. Jiaoua le suivait.
Tous deux avaient vu tomber Markov et enlever celle qu'il aimait. L'expression de leur physionomie était effrayante. On y lisait, comme on eût lu dans un livre ouvert, les sentiments terribles de la colère, de la haine, de la rage, de la soif du sang. Leur impuissance présente ajoutait encore à l'horreur de leur situation morale, car ils ne pouvaient espérer, à pied, atteindre le ravisseur qui fuyait sur un bon cheval. Ils se regardèrent muets de douleur. Puis, par un mouvement admirable qui décelait tout ce que ces deux jeunes et vaillants cœurs renfermaient de richesse, ils se précipitèrent dans les bras l'un de l'autre. Ces deux hommes, ennemis la veille, s'étreignirent en frères. « Jahoua, s'écria Keinec, si tu sauves Yvonne, je te jure, par le Dieu vivant, que je ne m'opposerai pas à votre union. »« Je fais le même serment, Keinec, répondit le fermier. »« Alors, elle sera à celui qui l'aura sauvée. »« À celui qui l'aura sauvée ?» répéta Jahoua. Pendant ce temps, Fleur de Chêne essayait d'arrêter le sang qui coulait à flots de la poitrine de Markov, et Diego, longeant les falaises, disparaissait à l'horizon. La coiffe blanche d'Yvonne, dont la tête ballottée par le galop du cheval vacillait sur le bras du ravisseur, se distingua quelque temps encore, puis tout disparut dans un nuage de poussière. Les deux jeunes gens devaient-ils tenir leur serment? Yvonne devait, elle, demeurer la proie du bandit. Markov devait-il mourir? Que ceux de mes lecteurs, que la longueur de ce volume n'aura pas lassé, veulent bien s'adresser au marquis de Locronan et ils auront réponse aux précédentes questions. Fin. *** End of the project Gutenberg ebook Markov le Malouin *** updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property,
Trademark /copyright, agrément. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commerciale work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commerciale work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org.
If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark asset force in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.
Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked assumptions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that // does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.
If you receive the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West,
Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donation, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. Première partie: Les promis de Fouesnant et le Jean-Louis. 2. La baie des Trépassés. 3. Cunec. 4. Le chemin des pierres noires. Villa Saint-Jean. 6. Philippe de Locronan. 7. Un secret de famille. 8. Le marché. 9. Diego et Raphaël. X. Yann Carfor. 11. Le sorcier de Penmark. 12. Le tailleur de Fouesnant. 13. Le dernier des Locronan. 14. Les funérailles. 15. Les héritiers pressés.
14 La route des falaises. 17 Markov. 18 Le sépulcre du marquis de Locronan. 19 Carfor et Raphaël. XX Un prêtre assermenté. XXI Les deux rivaux. XXI Yvonne. TXIE Deux cœurs pour un amour. Deuxième partie. L'abbaye de Plogastel. L'abbaye de Plogastel 2 L'abbaye de Plogastel 3 L'enfant perdu 4 La fidélité V Les Calabraises 6 L'aventurier. 7 L'inconnu. 8 Les deux frères. 9 La cellule de l'abbesse. X L'amour du chevalier de Tessy. 11 Les souterrains. 12 Le poison des Borgia. 13 Les projets d'Hermosa. 14 La poursuite. 15 La chouannerie. 16 Les tortures. 17 Audierne. 18 Le mourant. 19 La forêt de Plogastel. XX L'interrogatoire. XXI Diego et Markov. The Full Project Gutenberg Licence.